Salut la Pragma-Team et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour aider à faire pousser cette chaîne. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien après les semis, on a vu qu'on avait fait beaucoup de semis, vient le moment des plantations. Et comme tu peux le voir, derrière moi, on est en pleine plantation de choux. Et alors là, tu vas voir, on a des plaques, elles sont magnifiques, elles sont juste magnifiques. Donc là, moi j'ai commencé mon activité de création de plants et apparemment ça se passe très mal. Et là, tu vois, c'est tous mes plants de choux. Donc là, chou Milan. Et là-bas derrière, tu as les plants de choux cœur de bœuf. Alors on va aller voir ça. Alors ça a été semé en fin janvier, début février. Et donc on est fin mars. Donc dès que tu commences à arriver, on est fin mars. On est le 25 mars. Donc dès que tu commences à arriver à la mi-mars, ça y est, c'est le moment des grandes plantations. Et comme tu peux le voir, donc là ça a été planté il y a 2 jours. Mes plants de choux sont vraiment pas dégueulasses, tu vois. Ils sont vraiment qualité pro quoi, qualité pro. Alors c'est la première année où on réussit aussi bien les plants de choux. Pour qui, pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'équipe mieux. On s'équipe de la fameuse serre qui est derrière nous, une serre qui est dédiée à la production. Pour les choux, je vous avais montré, j'ai mes châssis couche froide, parce qu'il ne faut pas non plus trop de chaleur pour les choux. Et on s'est équipé de plaques de semis professionnelles. Parce qu'avant on avait des plaques de semis on va dire semi-professionnel, ce qui fait qu'il n'y avait pas assez de profondeur de terreau, etc. Et on utilise d'autres techniques aussi, on les met sur un lit de terreau de façon à ce que les racines, elles traversent la plaque et elles aillent chercher un petit peu de nutriments en dessous, tu vas voir. Exemple, si je soulève celle-là, tu vois qu'en dessous, il y a plein de terreau qui est accroché en dessous parce que j'ai laisser un lit de terreau dans mon châssis de façon à ce que les racines puissent trouver encore plus de nutriments et nous donnent des plants qui soient forts. Alors à la replantation, comme ici là, comme tu peux le voir, à la replantation des fois tu vas avoir tes plants, ils vont faire un petit peu la gueule. Ne t'inquiète surtout pas quand ça fait ça, ils vont repartir. L'important c'est qu'une fois que tu as fait ton repiquage, que la terre soit humide, qu'il y ait plus la veille ou quoi, tu arroses derrière. Arroser, ça va permettre de, on va dire, tasser la terre, tu vois, de la rendre plus molle et de venir bien en contact des racines. Et surtout, ça va permettre une meilleure reprise. Et bien entendu, l'activité ne s'arrête pas à la simple plantation de choux, ni aux semis, etc., etc. Non, là, c'est le printemps. Et on commence les travaux pour commencer à découvrir ce qui était bâché, pour pouvoir commencer à voir le sol, qu'il ressuie et pouvoir faire les semis dans de bonnes conditions. Et on va retrouver quelqu'un que vous aimez bien voir sur la chaîne. Oui, je sais, la dernière vidéo, vous m'avez dit « Mais on voit plus Sabrina !» Non, je ne l'avais pas enterrée au fond du jardin. Sabrina, elle est ici. Et en fait, on est jeudi. On est jeudi, elle n'a pas de marché. Quand elle n'a pas de marché, elle fait un peu semblant de travailler sur l'exploitation. Donc là, elle est en train de débâcher la zone. Pourquoi tu débâches la zone, ma chérie? Tu expliques aux gens. Coucou. Parce que là, tu vas mettre du maïs. Donc, du coup, on avait bâché cette zone-là l'année dernière. C'était des courges. Des courgettes, pardon. Donc là on débâche, on va travailler, vous voyez il y a toujours du rumex, c'est une zone bien humide celle-là, donc là ça va être du maïs et puis là du coup je suis en train d'enlever la bâche d'ensilage qui est trouée, qui est morte. Elle est trouée parce qu'on l'avait percée pour les courges. Ouais. On l'avait percée aussi pour les courgettes et du coup je vais la rabattre contre la serre. Et là, il y a un boudin aussi par là.
On recycle comme ça. Après cette bâche, plus tard, si on la ressort là, sinon elle restera là. Non, non, elle restera pas là, celle-là. Bon, elle restera pas là, c'est là, le chef a dit. Après, ça éviterait que la bâche, que l'herbe pousse. Mais toutes les bâches d'ensillage, en fait, qui sont abîmées, comme vous avez vu dans d'autres vidéos, on fait nos petits chemins en recyclant les pierres. Donc, les bâches d'ensillage, en fait, sont remis au sol pour refaire notre chemin de petits cailloux. Voilà. Je vais aller leur montrer ça. Hein? Je vais aller leur montrer ça. Ouais, bon, ok. Tiens, tu veux faire voir le verger aussi? Ouais. Et comme tu peux le voir derrière moi, bon normalement j'ai un verger ici. J'ai un verger et j'avais bâché la zone. Bon tu vois que l'herbe a quand même pas mal repoussé, hein. C'est horrible. Et du coup Sabrina elle débâche et en débâchant on y voit plus clair. Par exemple là tu vois que j'ai des pommiers, tu vois. Toc, 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 toc. Et là Sabrina elle débâche ici. Voilà, et je recouche, alors le chef a dit que c'est pas assez plié. Là, je recouche des arbres en fait, chaque bâche en fait qu'on a coupé. Parce que voilà, c'est là par contre ces bâches là seront réutilisées pour les courges. D'année en année, c'est la zone à courge. D'année en année parce que du coup on les a coupées comme il faut. Donc voilà, ça, tant qu'elles font leur affaire, on repliera à chaque fois, chaque année proche des arbres. Et Christophe après il va débroussailler. Puis une fois que ça sera débroussaillé, on attendra pour remettre en fait les bâches, que ça sèche un peu, que ça prenne l'air un peu. Puis vous voyez hein, je fais un petit coup de débroussaillage, un coup de motobineuse. Après on a juste à reprendre la bâche, la tirer là, parce que là en fait on a laissé les agrafes. Donc on n'a plus qu'à la retirer ici. Tac. Voilà, et c'est mis en place. Pour sécher un petit peu et puis voilà. Vous allez me dire ouais la vie du sol. La vie du sol en fait sous bâche, quand j'ai retiré la bâche, j'avais des poules qui étaient contentes hein, parce que j'aurais filé plein de verre. Donc non c'est nickel. Donc voilà, c'est une solution qu'on a trouvée. Donc chaque année en fait on recycle vraiment celle-ci parce que voilà on a vraiment coupé comme il faut. Et le but c'est de se simplifier la tâche hein, au maximum, c'est-à-dire d'avoir le moins de manutention possible. Donc là tu vois en fin de saison, tac, on replie la bâche, en début de saison on la remet, on la déroule et terminé, on n'en parle plus, on vient planter nos courges et on n'en parle plus. Tu vois qu'ici là, entre les deux pommiers, tac, ici et là, j'ai une autre bâche qui va pareil venir s'enrouler ici et l'autre elle va venir s'enrouler près de la clôture du voisin. Et après j'ai plus qu'à la dérouler, ce qui me permet d'avoir la zone propre, de travailler, de débroussailler et de passer un petit coup de motobineuse pour gratter. Et autre gros problème qu'on a en ce moment, alors je sais pas si chez vous c'est pareil, mais en enlevant la bâche par exemple, on les voit bien, on a des gros terriers de rats. Alors ils sont tellement bien installés que désormais il court même devant nous en pleine journée. Alors il court où? Il court sur cette zone qui est ici. Donc entre les lapins qui sont là. Et les poules qui sont là. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a placé des pièges. Parce qu'il ne faut pas laisser ça proliférer. Parce que ça prolifère de façon exponentielle. T'en as 1, puis 4, puis 40, puis 80, puis 120. Puis 1200 et puis après tu t'en sors plus. Donc dès que vous voyez que ça commence à courir de partout, c'est déjà que la festation est bien installée. Alors la problématique c'est que si moi je piège ici c'est très bien, j'ai une pâture derrière, j'ai le voisin qui est à côté, etc. Si tout le monde ne piège pas, on s'en sort pas. Bon, on est en campagne hein. Mais le principal c'est que ici ils n'arrivent pas à s'installer parce qu'après ils peuvent aller bouffer les cultures. Alors Sabrina vous parlait tout à l'heure du recyclage des bâches d'ensillage. Et comme tu peux le voir derrière moi, il y a un recyclage. Tu vas me dire, oh c'est dégueulasse, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces bâches d'ensillage lui? Il les fout dans le chemin, il fait n'importe quoi. On va voir ça de plus près. Effectivement, comme tu peux le voir, la bâche d'ensilage elle est placée entre deux modules. Et si tu t'approches plus là-bas, tu vois que c'est plus une bâche d'ensilage, c'est un chemin avec les caillasses. Donc ça c'est les caillasses qu'on extrait du terrain. Donc là depuis le début de la saison maintenant, on s'est arrêté là la saison dernière,
on a gagné déjà tout ça. Donc ça arrive quand on travaille le sol et qu'on plante, on enlève les caillasses qu'on continue à trouver et ça permet d'avoir un chemin, voilà, praticable. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que si on ne le faisait pas, on a un terrain qui, comme vous le savez, est hydromorphe et très meuble. Et ici, la première chose qu'on a fait déjà, c'est d'amener 20 cm de caillasse pour stabiliser le terrain. Alors une fois qu'il était stabilisé, c'est très bien. C'est très bien. Problème, c'est que les caillasses, elles s'enfoncent dans la terre et elles permettent aux herbes de repousser. D'accord? Ce qui fait que notre chemin, on finit par le perdre au fur et à mesure. Donc très bien, on a déjà extrait 30 mètres cubes de caillasse de tout ça. Et perdre notre chemin, ça nous cassait un peu les burnes, tu vois. Parce que d'avoir un chemin de 1,20 m qui se retrouve à être un chemin de 40 cm, ouais, moyen. Du coup, en mettant une bâche d'ensilage en dessous, et non pas une bâche tissée, ça permet de garder un chemin qui est propre, d'accord? Un chemin qui est propre et qui borde bien tout ce qu'il y a. De l'autre côté, toc, comme tu peux le voir, alors des fois, tu vois, la bâche, elle peut avoir quelques trous qui permet ça. Ou alors mieux, c'est même pas qu'elle a des trous, c'est qu'il y a un petit peu de terre, et tu vas voir que c'est exactement le cas là, qui permet à quelques graines de germer, mais pas d'aller en profondeur en fait, elles vont rester sur de la caillasse. Et tu vas voir que c'est exactement le cas ici. Tu vois que là, on a un petit peu de terre qui permet à ces plantes de germer finalement, mais elles sont bloquées par la bâche, d'accord? Donc tout ça, on passe un coup de désherbeur thermique et ça finit de les achever quand on a des choses comme ça qui arrivent à prendre dans le chemin, ce qui n'était pas gérable quand le chemin était à même la terre. Et donc là tu vois que le chemin, il est propre, il enjambe ma baissière qui est là, top, qui passe en dessous, qui se barre là-bas, donc du coup là tu la vois plus mais elle est là, la baissière. Oui, ça a un peu poussé ici, d'accord? Et au fur et à mesure, tu vois que la bâche, elle va se retrouver recouverte de ces cailloux. Alors, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu mets une bâche d'ensilage? C'est dégueulasse, t'aurais pu mettre une toile de paillage. Alors ouais, sauf que non. Parce qu'une toile de paillage, tu vois ce que je t'ai montré là-haut? Sache que si la racine, elle passe sur ta toile de paillage, elle va passer entre les mailles, elle va t'écarter les mailles, et ta toile de paillage ne fera plus son office au bout de plusieurs années. Alors une bâche d'ensilage, elle va être protégée des UV par le soleil là, elle restera intacte constamment, elle va rester intacte et elle ne permettra aucune repousse par le dessous. Donc ça c'est bien plus intéressant sur le long terme. De plus, c'est une matière qu'on a gratuitement. On a eu ça gratuitement. Au début, ça nous servait à faire de l'occultation sur nos zones de culture. Puis au fur et à mesure que la bâche se dégrade, se retrouve percée par des branches, etc. Bon, on la met au rebut. Et puis avec Sabrina, on s'est dit, attends, plutôt que d'emmener ça à la déchetterie, on va essayer, on va mettre ça au sol. Et ça marche très bien. Donc voilà, pour ce qu'elle vous expliquait tout à l'heure par rapport à sa bâche qui finira dans l'allée, malgré qu'elle soit percée, on la replie en deux, toc, et les perçages ne se voient plus. Voilà. On est le printemps et avec le printemps arrivent les fleurs. Tu vois, on a les fleurs de fèves ici qui sont magnifiques, avec des bouquets, mais je te raconte pas, ça va donner des fèves en pagaille. Regarde-moi ça ici, là. Tu vois. Là, on a les premières fleurs en bas qui vont commencer à pas tarder à nous donner des fèves. Et tu montes, tac. Et tu vois, là, j'en ai carrément des dizaines et des dizaines sur ces 4 ans-là, là, ce module de fèves. Ça va être hyper productif cette année en fèves. Là, il n'y a pas à tortiller. Regarde, même si tu les regardes du dessus, tu vois toutes ces fleurs-là. Ça, c'est des fèves en devenir. Et dedans, alors je sais pas, tu les entends peut-être pas, mais dedans ça bourdonne. C'est la cour des miracles dedans. Et parlons d'autre chose, puisqu'il y a aussi les arbres. Les arbres, on arrive au printemps, les arbres se mettent à fleurir. Et pareil, je vous avais montré
que j'avais taillé, que je taille mes arbres. Et la taille est un savoir-faire. Alors, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas spécialiste dans les arbres. Je suis des tutos, je me renseigne auprès de professionnels. Et comme tu peux le voir, ça n'a pas l'air d'être si dégueulasse que ça ce que je fais, parce que tu vois, j'ai des bouquets de partout. Donc là, cette année, je pense pouvoir avoir des fruits en pagaille. Donc ici, on est sur un... je vais dire une connerie, il me semble que c'est un poirier, mais je suis même plus sûr pour celui-là. Si, ça c'est un poirier, de mémoire. De mémoire, ça c'est un poirier. Là-bas, on a un hachis. On a un hachis, alors lui, c'est carrément de la folie. Parce que là, je sais pas si tu vois bien ce qui va se passer là. Attends, je vais me mettre dans le bon sens. Tu vois ce qui va se passer là? C'est qu'il va déborder de fruits. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir énormément de poids sur les branches. Et la problématique, quand tu as énormément de poids sur les branches, eh bien c'est que la branche, elle peut péter. Donc là, je vais même être obligé de le délester de fruits si toutes les fleurs viennent à être pollinisées. Regarde-moi ça. Parce que là, sinon, là, je vais avoir quelques dizaines de kilos sur ce tout petit arbre. Non, parce qu'il n'est pas très grand. Et l'année dernière, j'avais une branche qui faisait ça, comme ça, tac, tac, et qui avait cassé. Alors tu vas voir, l'arbre, il n'est pas si grand que ça. Tu vas voir que l'arbre, il n'est pas si grand que ça. Tu vois, donc là, j'ai mon seau, tac. Il n'est pas si grand que ça, tu vois, il n'est pas si étoffé que ça. Mais le fait de l'avoir taillé comme il faut fait que il devient hyper productif. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu as peut-être bien un terrain à poirier, à pommier, parce que le nashi est de la famille des poiriers, des pommiers. Donc peut-être que j'ai peut-être un terrain à poirier, pommier. Et mon terrain humide ne me permettrait pas d'avoir par exemple des brugnons, des pêchers, etc. Ah, bien ici, nous avons un brugnonnier. Alors ici, il va falloir que je vienne faire une taille parce que tu vois que tout le haut ici, là, jusque là, c'est mort. Donc ça, on va le tailler. Mais si tu regardes bien, ça risque d'être fantastique la production qu'on va avoir cette année sur cet arbre. Donc ça, c'est un brugnonnet. L'année dernière, il nous avait donné 5 brugnons. Et Sabrina, elle a gueulé parce que moi, j'ai tendance à manger les fruits à peine mûrs. Ils sont pas tout à fait mûrs que je les mange déjà. Et Sabrina m'avait dit, tu ne touches pas à mes brugnons, machin et tout. Et elle vient le lendemain, il n'y a plus de brugnons sur l'arbre. Et en fait, il s'agissait d'un blaireau qui était venu manger les fruits qu'il y avait sur cet arbre-là. Donc c'était, je me suis fait engueuler à cause d'un blaireau, foutu blaireau. Ici, là, comme tu peux constater, tu sais, c'est les arbres que j'avais taillés. Ceux-là, je te les avais déjà montrés. Là, tu vois, la taille, ça permet une belle mise à fruit. Et on va parler d'autre chose sur la taille parce que souvent en permaculture, on vous dit de ne pas tailler vos arbres, que c'est pas naturel, etc., etc. Donc, la taille, c'est pas naturel. Il n'y a pas moins faux. L'arbre, quand il vit dans sa vie sauvage, il va se faire casser des branches par des oiseaux, par des ongulés, peut-être même par des sangliers quand il est tout petit. Et il va se délester même lui-même de branches mortes. C'est-à-dire que s'il ne prend pas assez de soleil, il y a des branches qui ne vont pas voir la lumière, ne vont pas faire de feuilles, vont finir par mourir. Et en fait, en taillant ton arbre régulièrement, eh bien, tu lui permets d'avoir une plus grande espérance de vie. En effet, un arbre taillé vieillit bien mieux qu'un arbre sauvage que tu laisses partir dans tous les sens, que les branches s'en mêlent, qu'elles se frottent l'une sur l'autre, qu'elles puissent attraper des maladies. En plus, tu rééquilibres ton arbre, toujours. Tu arrives à rééquilibrer ton arbre. D'autre part, si tu veux une production, parce que quand même la permaculture te dit, on va nourrir l'humanité avec la permaculture. Eh bien, si tu ne tailles pas ton arbre, eh bien, tu as des années où tu ne vas pas avoir de fruits. Pourquoi? Parce que l'arbre, qu'est-ce qu'il fait lui? L'arbre, il te dit, je veux une descendance. C'est la nature. Hein. La nature, elle te dit, moi, je veux une descendance. Tu vois, ici, il y en a encore un autre qui est en train d'arriver, tu vois, les fleurs. Là où il te dit, moi, je veux une descendance.
Donc quand est-ce qu'il va faire une descendance? Quand il a peur d'y rester, de mourir. Donc en fait le tailler, c'est lui dire attention, tu vas peut-être mourir, mais pas trop. Donc faut pas, parce que si tu lui fais croire qu'il va crever d'un coup là, ce qu'il va faire c'est pas des fruits, c'est des gourmands, des grandes branches qui vont pousser toutes droites là pour essayer de repartir un maximum. Donc il faut lui faire croire tu vas mourir, mais pas trop. Et tout ça c'est tout un art. Il me semble que la chaîne que je suis, c'est la taille des arbres fruitiers de mémoire, parce qu'il avait changé de nom, avant il s'appelait autrement, et c'est la taille des arbres fruitiers, et c'est là-dessus que j'ai appris à peu près tout ce que j'ai emmagasiné en autodidacte. Je fais la même chose sur, tu vois, mes petits arbustes, et tu peux voir qu'ils se portent plutôt bien, tu vois. Là c'est en train d'arriver, tu vois, les bourgeons sont en train d'arriver. Tu vois, c'est juste magnifique. Et du coup, nous, on doit continuer les plantations là, parce que bon, là, je t'ai montré, on a les choux, mais on a aussi les betteraves qui sont en train d'arriver. On a les navets qu'il va falloir planter, les choux cales, et dès le mois de fin avril, début mai, les nouvelles tomates en plein champ. Donc dès le mois de mars, on commence un rush. On commence un rush entre les semis pleine terre, les semis en plaques de semis, les plantations. Là on est débordé de travail, mais tu vois qu'on fait ça plutôt bien, tu vois, on n'est pas encore débordé. Cette année on gère bien le site, on a vraiment bien maîtrisé la production, le temps que ça allait nous prendre à planter, et on n'est pas plus débordé que ça. Dans la semaine, peut-être semaine prochaine, arrive le nouvel outil qui va nous faciliter le travail, c'est le motoculteur, parce qu'actuellement je ne travaille pas avec un motoculteur mais avec une motobineuse. Et le problème de la motobineuse, c'est très bien, c'est super, hein, mais sur des sols qui sont comme le nôtre, c'est-à-dire qui sont assez humides, tu vois que quand je passe la motobineuse, ça fait un travail un petit peu grossier, on va dire. Et pour un semis de carottes par exemple, c'est pas top. Pour un semis de navet ou de betterave, c'est vraiment pas le top. Donc avoir un motoculteur, ça va permettre d'avoir un travail beaucoup plus fin pour le lit de semences, et ça c'est important, d'avoir un beau lit de semences, surtout dans des périodes comme ça, là où on est entre deux, tu vois, le sol il est encore un peu lourd, et pour avoir une belle couche, pour pouvoir faire un beau semis qui va germer de façon uniforme, c'est quand même beaucoup mieux. Et un motoculteur, tu peux attacher pas mal d'outils derrière, comme une remorque, comme une buteuse, comme des, comment tu appelles ça là, des sarcleuses, etc., etc. Ce qui te facilite la tâche et qui te permet de gagner encore en productivité. D'accord? Bon, sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao!